Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Merci d'être là. Cette semaine, je vous propose une interview avec Alexis qui est copywriter B2B, mais également le fondateur de Tribu Indé que vous connaissez certainement. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite très fortement à aller checker tout ça. Alexis, en fait, a cette double casquette-là. Il est d'un côté copywriter B2B, il s'adresse à des entreprises. Et puis d'un autre côté, vous avez Tribu Indé qui s'adresse à des indépendants, tout simplement. Donc, je lui ai un petit peu posé plein de questions pour comprendre comment il faisait pour concilier deux activités qui, au final, étaient quand même assez différentes, qui s'adressaient à une cible différente. Et pourtant, Tribu Indé lui a véritablement permis également de développer son activité de freelance. Je ne vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler tout l'épisode, mais pour toutes celles et ceux qui ont un side project ou qui ont deux activités différentes, ça va grandement vous parler. Et pour tous les autres, je suis certaine que ça va vous parler aussi, puisqu'Alexis vous parle de ses challenges, de son parcours de freelance, de comment il s'est lancé, quelles actions il a mis en place, comment est-ce qu'il planifie, est-ce qu'il réfléchit pour créer en fait tout son business. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'interview et je vous retrouve juste après. Bonjour Alexis. Salut Pauline. Donc j'accueille Alexis Minchella. On va parler de ton podcast, on va parler de communauté, etc. Mais de bons sujets qui vont intéresser, je pense, tous les indépendants qui nous regardent. Déjà, Alexis, je te laisse te présenter, si tu veux bien. Ouais, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexis, j'ai 27 ans et j'ai une double casquette aujourd'hui. Je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, que j'ai lancé en mars 2019, donc ça fait un peu plus de 2 ans aujourd'hui. L'objectif, c'était, et ça l'est toujours, d'aller rencontrer d'autres indépendants, d'autres freelances, d'autres créateurs et créatrices pour comprendre un peu ce qui a fonctionné chez eux, leur stratégie, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qu'ils ont aussi moins bien fait, pour justement partager ça à un maximum d'indépendants pour que chacun puisse améliorer son propre business. Et puis en janvier 2021, donc il y a quelques mois, j'ai sorti mon premier livre chez Erol, qui est une belle maison d'édition française. Mon livre s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes l'héros. Vous avez, hop, de ce côté-là, la petite couverture. Un livre qui parle forcément de freelancing, de comment est-ce qu'on construit un business stable, un business freelance, donc un business d'indépendant. Et j'ai mis toute mon énergie, surtout sur 2020, pour écrire ce livre-là. Et puis à côté, quand même, c'est important de le rappeler, je suis aussi freelance. C'est aujourd'hui, globalement, 70% de mes revenus viennent de mon activité freelance. J'accompagne encore des clients sur des sujets de copywriting pour des entreprises B2B. Et puis, je commence tout doucement à coproduire aussi des podcasts pour des marques. Et puis, voilà un petit peu en résumé ce que je fais aujourd'hui. Top. Merci. Et du coup, c'est super intéressant que tu mettes en avant tes deux casquettes là. Comment est-ce que tu en es arrivé là, à te lancer en tant que freelance déjà Alors, il faut savoir que la partie freelance, c'est pas une vocation en tant que telle. Tu vois. On aurait pu croire que c'est un truc que je voulais faire. Moi, je voulais être entrepreneur depuis que j'ai 15 ans. Je vendais des limonades à la kermesse, etc. En vrai, c'est pas du tout le cas. C'est arrivé un peu par hasard. Ce qui se passe, c'est que moi, je fais une école de commerce, donc comme beaucoup aujourd'hui. Et en fait, je fais mon dernier stage de fin d'études. Je le fais dans une startup B2B tech, donc, qui est aujourd'hui mon cœur de cible en freelance. Ça se passe super bien. Je bosse sur des sujets marketing pour eux, donc création de contenu, copywriting, etc. Et il se trouve que je termine ce stage-là, il me restait 3-4 mois de cours. Et cette entreprise-là me dit, qui s'appelle Toucan Toco, me dit on aime bien bosser avec toi. En vrai, on galère un petit peu à recruter ton successeur. Est-ce que tu serais OK pour bosser avec nous en freelance sur le temps qui te reste de tes études? Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ouvre mon statut de freelance un peu par hasard parce que j'ai l'opportunité de continuer à bosser. J'étais un des seuls à l'école qui pouvait gagner un peu d'argent en faisant du freelancing à côté des études. Donc, en gros, je prends l'opportunité. Et en fait, je me prête assez vite au jeu, je m'inscris sur quelques plateformes, je commence à avoir aussi quelques missions quand je suis étudiant. Et ce qui se passe, c'est que à la fin de mes études, moi, je décide pas de me lancer en freelance. Je me dis que c'est cool, mais que j'ai envie d'apprendre d'autres choses, j'ai envie de voir aussi le monde de l'entreprise en tant que salarié, etc. Et à ce moment-là, au moment où je me dis qu'est-ce que je peux vraiment faire, dans quelle boîte je peux aller, une plateforme de freelance me contacte
euh, pour intégrer leurs équipes en CDI sur un job donc ce qu'on appelle un content manager. En gros, je gérais tout le contenu de l'entreprise. C'était une plateforme qui était en train de pivoter. Et je me dis, bah, opportunité, en fait, je reste dans le milieu freelance. Je vais pouvoir comprendre un peu les coulisses, notamment d'une plateforme de freelance, rencontrer des milliers de freelances euh, sur mon expérience. Et donc, en fait, c'est comme ça que bah, je rentre dans la case un peu salarié CDI, mais je perds jamais de vue la partie freelance puisque à côté du coup de mon job le soir et le week-end, bah, en fait, je prends des opportunités que je peux avoir de mission, soit des opportunités qui viennent bah, de mon job salarié, soit des opportunités de clients qui viennent de manière naturelle vers moi parce qu'ils ont été recommandés par d'anciens clients, parce que à l'époque, j'ai écrivé un petit peu sur une plateforme de blog qui s'appelle Medium. Et donc, les gens voyaient globalement mes écrits, savaient que potentiellement, je faisais un petit peu de freelancing à côté. Et donc, je continue d'avoir mon CDI à temps plein. Et puis, le soir et le week-end, je fais un petit peu de freelance. Ce qui se passe, c'est que donc là, en gros, on est début 2018. Fin 2018, je décide de quitter cette boîte-là pour me lancer à temps plein en freelance et un peu de tenter l'aventure parce que je me dis, j'ai 25 ans, si je ne le tente pas maintenant, en vrai, c'est pas à 35 ans que je tenterai potentiellement de me lancer. Et donc, je saisis l'opportunité et c'est comme ça qu'en gros, je me lance vraiment à temps plein fin 2018, début 2019, où j'en fais vraiment mon business principal. Donc, en fait, tu vois, c'est 2017-2019, c'est du freelancing à côté, un peu en side project sans trop de pression. Fin 2018, début 2019, je me lance vraiment à temps plein. Donc là, tu vois, ça fait un peu plus de 2 ans. 2 ans plus 2 ans en side. Donc voilà un peu comme moi je me suis lancé en freelance de manière un peu au début par hasard et puis je prends goût et je me dis je peux en faire un business. J'avais identifié aussi qu'il y avait des opportunités sur la partie copywriting. Il y a assez peu de copywriters B2B, ce qui est assez dingue parce qu'on a l'impression qu'en fait on les voit partout sur LinkedIn, on voit tous les rédacteurs, les content managers, les copywriters, etc. On les voit partout. La réalité c'est que moi je le voyais très bien puisque je travaillais pour une plateforme de freelance. Les entreprises, malgré le nombre de freelance qui étaient dispo, les entreprises n'arrivaient pas à trouver des bons copywriters, des bons rédacteurs, des bons content managers. Donc, tu vois, je vois que moi, je développe des compétences, je commence à avoir une légitimité sur le sujet et je vois qu'en face, bah, il y a de la demande des entreprises. Et donc, voilà un peu pourquoi je décide de me lancer fin 2018 et pas repartir sur une nouvelle expérience de salarié. Donc, voilà pour la partie casquette freelance. Ah, super, super. Donc au final, c'est un beau concours de circonstances qui a fait que tu t'es ouvert au monde de l'entrepreneuriat. Ouais, complètement. Complètement. Moi, quand j'étais en école, j'avais envie de monter une startup. J'ai fait mon dernier master, je l'ai fait, c'est un master d'entrepreneuriat en double diplôme avec une école d'ingénieur. Tu vois, on était une petite promo de 20 personnes. Moi, dans ma tête, je voulais monter une startup parce que je trouvais ça cool en vrai. Je trouvais ça cool d'avoir une équipe, de bosser sur un projet un peu tech, un peu innovant. Et potentiellement, il y avait aussi bah, des levées de fonds à la clé, un peu d'argent à gagner. Mais tu vois, même avec cette envie d'entreprendre, je me suis jamais dit je vais me lancer vraiment directement après mes études. Même le plan, c'était bah, tu vois, d'aller comprendre un peu comment fonctionne une startup de l'intérieur avant de moi-même euh, me lancer vraiment, tu vois, dans l'aventure. Donc, j'ai jamais eu ce truc vraiment purement entrepreneurial où, dans tous les cas, tu vois, j'ai pas drop out mes études, je suis pas parti tout de suite dans un truc startup, etc. Mais voilà, j'y suis allé de manière un peu incrémentale, tu vois. Aujourd'hui, ça paraît logique de voir tout le parcours, mais en fait, ça l'était pas tant que ça. Et c'était plus, tu vois, j'ai rajouté une petite étape au fur et à mesure pour faire grossir ma connaissance du marché, pour tester aussi ce que j'aime, ce que j'aimais moins, construire ma légitimité, etc. etc. Ouais. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Ça a été un petit peu comme ça pour moi aussi, donc c'est top. Et du coup, comment se sont passés tes débuts en freelance quand tu t'es lancé vraiment à 100% là-dedans? Moi, je fonctionne en plan de 90 jours. Alors, pareil, ça aussi, on commence à en voir de plus en plus, de plus en plus de personnes parler de ça et c'est trop bien. Moi, c'est un système que j'utilise depuis vraiment 2 ans à temps plein et c'est un système que j'utilisais à titre personnel à côté de mon job et de mes études pour quand je créais du contenu, etc. Et qu'on utilisait d'une autre manière, mais qu'on utilisait dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis allé. Dans les entreprises, on appelle ça souvent la méthode OKR, Objective Key Result, qui a été popularisée par Google. Mais du coup, moi, je fonctionne en plan 90 jours. Donc, ce qui fait que globalement, tu vois, je me lance décembre 2018, janvier 2019. Moi, mon objectif, c'était que je me donnais 3 mois pour retrouver le salaire que j'avais lorsque j'étais en CDI. Mm. C'est mon seul et unique objectif. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe j'informe déjà tout mon réseau de ce que je fais en freelance, pour qui je le fais et comment je le fais. Je vais chercher 2, 3 missions aussi bah, en prospection dure
pour en fait, et c'est assez rapide. Tu vois, tu as 2-3 clients, bah, tu es déjà en fait full sur ton mois et tu refais globalement ton chiffre d'affaires équivaut globalement à ce que tu gagnais en CDI. Et donc ça, en gros, en 3 mois, je me dis, c'est l'unique objectif atteint. Et c'est là où je me dis, au bout de 3 mois, bah, je sens que il y a quand même une différence entre ce que je faisais de temps en temps, tu vois, le soir et le week-end, sans trop de pression, je prenais un petit client par-ci par-là, et puis c'était des moins gros projets puisque j'avais moins de temps. Et je vois la différence, tu vois, où je dois en faire vraiment un job avec tout ce que ça comporte. Être au clair sur l'administratif, aller chercher des clients de manière régulière, bien gérer ta relation client, relancer tes clients, préparer la suite en termes de récurrence, etc. Faire ton marketing, ta communication. Et je me rends compte qu'en fait, il manque aussi pas mal de ressources, ou en tout cas, moi, je me retrouve moins dans les ressources que je trouve à droite à gauche qui sont très inspiration et un peu moins concrets. On t'apprend souvent, tu vois, il y a beaucoup de contenu sur comment tu te lances, quoi. Comment tu passes de 0 à 0,5. Mais on t'apprend un peu moins une fois que tu es lancé et que tu commences à avoir un niveau d'activité correct. Comment est-ce que tu fais pour t'améliorer, développer un peu plus, devenir un meilleur freelance? Ça, je trouvais que ça manquait. En tout cas, je me reconnaissais moins dans ce que je trouvais sur Internet. Et c'est à ce moment-là que je lance, tu vois, le podcast Tribu Indé qui se lance globalement en mars-avril 2019. Donc, tu vois, prochain plan de 90 jours. Je me dis, c'est un podcast que ça faisait un moment que je voulais le faire. Moi, j'avais senti l'opportunité, puisque je faisais du contenu pour une plateforme de freelance, je connaissais bien l'écosystème et j'avais vu qu'il y avait des trous. Il y en a toujours d'ailleurs, des trous dans la raquette en termes de contenu. Et donc, c'est comme ça que je lance le podcast qui, en fait, va me permettre aussi d'accélérer énormément sur ma carrière de freelance et sur mon aventure freelance parce que, en gros, c'est une sorte de MBA, tu vois, c'est une sorte de master accéléré où je vais rencontrer des gens qui sont bien meilleurs que moi à l'époque sur le freelancing et je leur pose toutes mes questions pour pouvoir les appliquer directement, tu vois, la semaine suivante à mes clients, quoi. Ouais, c'est top, c'est top. Et du coup, est-ce que tu concilies ces deux activités-là, on va dire de copywriter B2B pour tes clients, qui sont au final totalement différents de Ouais. je crée un podcast pour les indépendants? C'est un des gros reproches qu'on m'a fait au tout début. On me disait, mais attends, mais je comprends, bah, t'es copywriter, enfin, tu connais un petit peu le marketing. On te dit qu'il faut normalement créer du contenu pour répondre aux besoins et aux problématiques de ta cible. Ta cible sont des startups B2B et tu es en train de créer un podcast pour les indépendants. C'est quoi le truc? Il se trouve qu'à l'époque où je lance le podcast, j'ai pas de problème pour avoir des clients. J'ai un pipe continu, j'ai des opportunités qui arrivent. Et puis, en fait, je signe des missions qui sont plus ou moins longues. Quand je dis plus ou moins longues, c'est au minimum 3 mois. Ce qui fait qu'en fait, j'ai le temps de voir venir les choses. Et donc, le podcast, je ne le fais pas vraiment pour aller chercher des nouveaux clients. Je le fais surtout pour progresser sur mon activité avec mes clients actuels. Et donc, en fait, tu vois, c'est pas du tout une logique marketing business avec Tribuandé au démarrage sur le podcast, mais plutôt en mode il faut que j'apprenne super vite plutôt que de faire des cafés, faire des calls dans mon coin et potentiellement de prendre aussi des refus parce que les gens n'ont pas le temps. J'arrive avec l'excuse du podcast. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit non, on ne fait pas le podcast, quoi. Donc, du coup, tu vois, c'était la bonne excuse de faire ça. Effectivement, le podcast a pris quand même assez vite pour le coup parce que je pense qu'il y avait une opportunité marché. Il y avait beaucoup de podcasts business, d'entrepreneuriat. Mais en fait, tu vois, il y avait assez peu de podcasts qui parlent à des solopreneurs, à des indépendants. Parce qu'en fait, tu peux pas. Quand tu écoutes un CEO d'une boîte qui a 40 salariés et qui t'explique un peu comment il mène sa barque, globalement, tu peux pas vraiment répliquer tout ce qu'il est en train de te raconter quand tu es un business solo de service, etc. Donc en fait, ça prend assez vite et je garde toujours ces casquettes-là, donc ça fait des grosses semaines. Mais en fait, le podcast a une sorte de bénéfice collatéral pour mes clients qui est bah déjà mes clients potentiellement entendent parler du podcast. Ils ne l'écoutent pas, mais si tu veux, ils me voient passer régulièrement sur LinkedIn, des repartages, etc. Donc en fait, ça fait bosser un peu ma légitimité et ma visibilité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que en fait, je me constitue ce que moi j'appelle des alliés. C'est-à-dire que les invités du podcast, les auditeurs et les auditrices du podcast qui sont eux-mêmes indépendants ou parfois salariés, et ben en fait, m'ont identifié comme Alexis copywriter et j'ai eu plusieurs fois des opportunités de missions qui se sont concrétisées aussi par des personnes qui écoutaient le podcast et qui m'ont dit écoute, je suis sur une mission client, moi je ne peux pas la prendre ou ils ont ces besoins-là, bah, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Et encore une fois, tu vois, en freelance, il ne te faut pas 50 missions par an. Donc, tu vois, je voyais globalement le bénéfice, je m'y retrouvais très très bien en passant du temps sur un projet qui n'était pas rémunérateur dès le démarrage, mais qui m'apportait déjà de l'apprentissage perso. Et donc, il y avait un projet aussi égoïste. C'est pour ça que je me suis lancé en freelance pour avoir du temps sur d'autres projets. Mais en fait, ça m'a aussi apporté du business directement, quoi.
Mm. Et tu dis que c'est égoïste, mais au final, ça aurait été égoïste de le faire, tu vois, en off, en mode café, effectivement, call, comme tu l'as dit, mais tu le partages quand même à d'autres personnes. Donc, c'est pas si égoïste que ça, je trouve. Ouais, alors c'est égoïste dans la démarche plutôt. Par exemple, je te prends un exemple très concret, mais là prochainement, il y a un épisode qui va sortir avec Louise, qui a un collectif, qui a co-créé un collectif de freelance. Mm. Globalement, c'est quand même un sujet, le collectif, c'est un sujet assez niche. C'est-à-dire qu'on en entend un petit peu parler, mais sur l'audience de Tribu Indé, qui est globalement des freelances qui ont entre 0 et 2 ans de freelancing dans les jambes, globalement, c'est pas un sujet qui les intéresse, c'est pas le sujet prioritaire qui peuvent les intéresser. Ça reste un sujet niche, les gens qui se posent des questions sur le collectif et tout, c'est pas tout le monde. Et donc, en fait, de manière égoïste, bah, moi, j'ai envie d'apprendre sur le collectif parce que le sujet m'intéresse, parce que j'y pense de plus en plus. Et donc, en fait, je fais ce podcast-là aussi pour moi. Tu vois, je vais pas juste faire plaisir, entre guillemets, à l'audience en Ouais. leur donnant du contenu dont ils ont besoin aujourd'hui, mais je fais aussi le podcast pour aller chercher des problématiques, aller chercher des créateurs, des influenceurs, des freelances qui m'intéressent dans la manière dont ils gèrent leur business, tu vois. Mm. Donc, il y a aussi la démarche égoïste, effectivement, elle est tempérée parce qu'elle est modérée parce que, bah, effectivement, déjà, j'offre le podcast gratuitement à tout le monde. Mais dans les sujets, dans le choix et dans les angles, je pars d'abord de moi avant de me dire qu'est-ce que l'audience aimerait écouter comme contenu, comme invité, etc., quoi. C'est intéressant. T'es dingue d'avoir mis seulement 3 mois pour retrouver le même niveau de salaire en freelance que dans ta vie de salarié. Très impressionnant. En fait, quand on y pense, il y a quand même un truc à avoir en tête, c'est que moi, j'étais déjà freelance avant. C'est-à-dire que je pars pas de zéro non plus. J'avais déjà quelques clients. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais déjà des références en freelance sur lesquelles je pouvais m'appuyer. Déjà gérer une relation client, faire ma facture, etc. Donc, il y avait plein de sujets sur lesquels j'étais à l'aise. Donc, c'est aussi pour ça, et c'est important de le rappeler, il y a eu 3 mois, mais en réalité, en fait, ça faisait presque quasiment 1 an et demi que je préparais inconsciemment le vrai lancement à temps plein. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Après, en fait, ça va vite. Moi, en tant que salarié, je gagnais un peu plus de 2000 euros par mois en net. Bon, bah, 2000 euros par mois, en fait, tu vends une stratégie de contenu, tu vends une récurrence d'articles chaque mois. En fait, ça va assez vite, sachant que moi, j'avais déjà de l'expérience dans des entreprises B2B que j'adressais directement, ce qui fait que je partais pas non plus de zéro en étant jeune diplômé qui sort d'études. Donc, en fait, ça va assez vite. Avec 3-4 clients, tu peux retrouver plus ou moins ton niveau de revenu. Encore une fois, moi, j'ai fait aussi toute la préparation avant. Ça prend aussi, et souvent, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps pour la plupart des gens avec qui j'ai pu discuter sur ces sujets-là. Ouais. Ouais, et puis tu dis, quand tu l'as annoncé sur LinkedIn, au final, ton réseau, il était déjà plus ou moins là. En plus, ouais. Je pense déjà travailler un petit peu. En fait, pendant globalement 1 an, en fait, ouais, j'ai préparé le lancement. Très honnêtement, je savais que en rejoignant cette boîte-là, j'allais pas faire des années dedans. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai continué à faire du freelancing, je pense de manière inconsciente, mais je savais que j'allais plus ou moins me lancer à un moment donné. Et donc, en fait, j'ai fait toute cette préparation. Tu vois, par exemple, une chose que je faisais toutes les semaines pendant quasiment 1 an, je rencontrais un content manager dans une entreprise, dans une autre startup à Paris, tous les midis. Enfin, toutes les semaines, un midi par semaine. En gros, j'allais rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, en fait, il y a 70% des cas, bah, en gros, c'est cool, c'est un nouveau contact et potentiellement on garde contact pour la suite. Mais en fait, parfois, ça a déclenché des potentielles missions puisque ces personnes-là étaient ma cible directe et les décisionnaires quand je me suis lancé en freelance. Donc en fait, il y a toute une préparation qui fait qu'effectivement, ça a été facile, entre guillemets, pour moi, sur 3 mois, de retrouver un niveau plus ou moins correct de revenus en freelance, quoi. Ah, tout un réseautage à faire avant, effectivement. Ouais. Mm. Ouais. Est-ce que tu prospectes déjà, encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je prospecte plus. Malheureusement, je suis même obligé de refuser beaucoup plus de missions que ce que je peux accepter. Là, tu vois, aujourd'hui, je tourne avec 2 missions clients globalement en même temps, ce qui est déjà énorme compte tenu de tous les autres projets qu'il y a sur Tribu Indé. Donc, non, non, je prospecte plus. Je te dirais que ça fait un moment que je prospecte plus. Je l'ai fait au début, j'allais dire, je le fais moins, je le fais quasiment pas aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment la manière dont certains et certaines me prospectent aujourd'hui du côté de Tribu Indé. Donc moi, j'apprends toujours plein de choses et c'est ce que j'essaie de partager. Mais non, je prospecte plus aujourd'hui. Ok, ouais, c'est intéressant à savoir. Et du coup, à partir de quand est-ce que ton podcast a vraiment décollé ou ça t'a vraiment apporté une bonne visibilité?
Écoute, c'est intéressant parce qu'il y a une semaine, je faisais un podcast, je faisais une interview avec quelqu'un qui me demandait mes chiffres justement sur le premier mois. Sur le premier mois, tu vois, j'ai fait 2000 écoutes, je crois. Ce qui est en fait assez, quand je compare avec d'autres podcasteurs, ce qui est quand même assez élevé, sachant que, alors moi j'étais à un podcast par semaine, donc en gros tu as 4 épisodes, donc les épisodes faisaient au démarrage entre 300 et 800 écoutes. Donc en fait, je ne saurais pas dire s'il y a un endroit s'il y a un moment où ça a décollé. Ce que je sais, c'est que ça a pris assez vite. Tu vois, généralement, on te dit sur un projet, tu as un peu la traversée du désert qui dure quelques mois, où il ne se passe pas grand-chose, et puis ensuite, c'est exponentiel, un peu comme ce que tu peux avoir sur YouTube, par exemple. Le truc du podcast, c'est que tu n'as jamais d'explosion du podcast. En tout cas, moi, je connais personne qui a explosé du jour au lendemain sur un podcast. C'est plutôt, tu vois, de l'effet cumulé, où en fait, plus tu fais d'épisodes, plus tu as au rendez-vous, plus ta courbe, elle augmente, et au fur et à mesure, en fait, elle va augmenter de plus en plus vite. Mais je te dirais qu'en fait, dès le démarrage, j'ai eu pas mal de retours parce que à l'époque, tu vois, j'étais le seul podcast freelance long format d'interview. Il y avait un autre podcast qui s'appelle toujours d'ailleurs La Cohorte, mais qui est un podcast un peu plus journalistique, plus travaillé, plus monté, qui fait 15-20 minutes. Il n'y avait pas de podcast vraiment un peu sans filtre sur des interviews long format qui font entre 1 heure, enfin entre 45 minutes et 1 heure et quart. Ce qui fait qu'en fait, ça a assez bien pris parce que en fait, il y avait toute une partie de la silencieuse d'indépendants comme moi qui écoutaient plein de podcasts business, qui se disaient c'est trop bien et moi je continue d'en écouter. Mais il manque un truc qui me permette vraiment d'avancer au quotidien et de me donner des idées, etc. Donc, vu le nombre d'indépendants qu'il y a en France, c'était assez évident et naturel de toucher, tu vois, même 500 personnes au démarrage. Après, il y a eu des accélérations selon certains invités, selon certaines périodes de temps. Tu vois, septembre, donc en gros 4-5 mois après, j'ai eu une grosse, grosse accélération. Après, c'est un petit peu plus redescendu quand j'ai changé les rythmes du podcast, mais ça a assez vite pris en fait. Ouais, c'est bien, effectivement. Super. Et donc, du coup, alors je sais que j'ai beaucoup de personnes parmi mes clients et parmi mon audience qui, du coup, veulent créer un podcast aussi parce qu'ils ont envie justement d'avoir ces interviews-là et ces échanges. De quoi est-ce que tu es parti pour créer un podcast? Comment tu as créé en fait ce podcast-là? Je pense qu'il y a 3 gros sujets à surtout pas oublier. Et c'est comme ça que moi j'ai construit le podcast et c'est comme ça que je construis d'ailleurs n'importe quel projet que je fais aujourd'hui avec Tribu Indé. Mm. Premier sujet, c'est de me dire est-ce que ça me fait vraiment kiffer de le faire? Est-ce que j'ai vraiment envie et est-ce que je suis prêt à passer des dizaines et des dizaines d'heures pour potentiellement un résultat au démarrage qui n'est pas celui que j'attendais? Pour avoir un ordre d'idée, chaque épisode me prenait à l'époque 10 heures. Je faisais 4 épisodes par mois, c'était 40 heures de travail sur le podcast. Ok, ouais. Donc en fait, il faut être prêt potentiellement à lâcher 40 heures de travail par mois sur un truc où tu ne sais pas encore s'il va y avoir des résultats, s'il va y avoir un impact, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier sujet de se dire, est-ce que ça me fait vraiment kiffer au-delà de la hype que tu peux avoir où tu te dis, tout le monde fait des podcasts, ça a l'air de bien marcher, moi aussi j'ai envie de faire mon podcast. En fait, le truc, c'est que ça ne dure jamais longtemps et c'est d'ailleurs pour ça que tu as plus de 50% des podcasts qui se lancent et en fait, tu as moins de 10 ou 15 épisodes sur iTunes ou sur Spotify parce que les gens abandonnent, parce qu'en fait, c'est trop dur. C'est trop dur, ça demande un taf monstrueux que les gens ne voient pas quand ils consomment l'épisode. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que ça me fait kiffer? Le deuxième point, c'est comment est-ce que je produis quelque chose de différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et je trouve que la différenciation, elle n'est pas seulement sur oui, mais moi, je suis différent des autres et donc parce que je suis unique, en fait, je vais sortir quelque chose d'unique, même si c'est un plus ou moins copier-coller. Je pense que c'est important de se dire comment est-ce que je peux apporter quelque chose de différent. Est-ce que c'est un format qui est différent? Est-ce que je fais un podcast qui est ultra monté avec un super son, avec des voix off, des bruitages, etc. Est-ce que c'est dans la cible que je vais interroger? Est-ce que c'est dans l'angle que je prends avec mes interviews? Est-ce que je fais un podcast solo, un peu journal de bord? Bref, c'est quoi le format différent par rapport à ce qui existe sur le marché? Et là, en vrai, tu fais une petite étude de marché toute simple, hein. Tu te crées un Excel, tu listes tous les podcasts qu'il y a et en fait, tu crées une sorte de thématique sur tous les sujets sur lesquels tu peux potentiellement faire des changements et être différent là-dessus. Mm. Deuxième point. Et le troisième point, c'est l'opportunité marché. Est-ce qu'il y a une vraie opportunité marché de créer le podcast que tu as envie de faire sur le marché sur lequel tu es? Et surtout, est-ce que dans le cas où tu fais un podcast pour intéresser ta cible directe, ce qui n'était pas mon cas, mais est-ce que ta cible, elle est au fait des podcasts? Est-ce qu'elle consomme du podcast? Est-ce que c'est un format qui lui convient et sur lequel elle va déjà en fait? Ça ne sert à rien d'aller créer un besoin là où il n'y en a pas parce que ça sera encore plus compliqué, encore plus sur le podcast. Donc tu vois, c'est ce triptyque, kiff perso,
point de différenciation et puis opportunité marché, qui fait que si tu réunis les trois et sans te mentir à toi-même, si tu es vraiment différent, est-ce que tu es vraiment différent et si oui, pourquoi? C'est comme ça que moi, en tout cas, je crée mes projets et c'est comme ça que je crée plein de projets. Tu vois, c'est comme ça que j'ai créé les Break Indé qui était un événement sur 4 jours en live qu'on a fait en février avec Shine. D'ailleurs, on risque de refaire une prochaine édition sur la fin d'année. Voilà, c'est la petite exclue. Mais tu vois, c'est comme ça que je construis les projets. C'est comme ça que j'ai construit le livre aussi. Le livre, opportunité marché. Quand on regarde sur Amazon et qu'on tape freelance, il n'y a quasiment aucun livre, si ce n'est des livres sur l'administratif, etc. Il y avait une opportunité, moi, d'avoir quelque chose de différent avec un angle beaucoup plus business et un peu moins dev perso. Et puis, c'était le kiff d'écrire un livre. Moi qui lis beaucoup de livres, un jour ou l'autre, je voulais écrire des livres. Donc, en fait, tu vois, à chaque fois, je prends ce triptyque-là et je passe chaque projet sous le filtre. Et s'il y en a un qui est un peu plus bancal, potentiellement, tu vois, je le laisse de côté. Et c'est ce qui se passe, par exemple, avec le prochain projet dont je vais parler lundi de manière officielle, qui est un projet que j'ai eu en décembre 2019, au moment où ça faisait globalement 1 an que j'étais en freelance. Ok. Je me suis fait une note vocale sur mon téléphone et c'est un projet que j'ai laissé mûrir pendant 1 an et demi, que je sors que maintenant, en fait. Parce que ça, le triptyque dont je te parlais tout à l'heure, ça cochait pas toutes les cases et il me fallait un peu de temps de maturation pour sortir le projet. Quel suspense, moi j'ai hâte. Écoute, ça sort lundi. Ok. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit, tu passais ou tu passes peut-être encore 10 heures par épisode. Ouais, alors je passe plus 10 heures. C'est vrai que moi je passe, je sais pas, en fait je compte même pas. Faudrait peut-être que je compte. Par épisode, combien de temps est-ce que ça me prend? Mais ça me paraît énorme dit comme ça en fait. En gros, là-dedans, tu comptes recherche d'invités, Oui. préparation des entretiens, enfin des conversations, enregistrement de l'épisode, bien sûr, post-production, communication, marketing. Ça va assez vite. Rien que le fait de trouver l'invité, échanger avec lui pour caler les dates, préparer l'entretien. Mm. Parce que moi, en plus, je structure beaucoup, mais ça s'entend pas. Mais en fait, c'est quand même très structuré. C'est pas juste j'ouvre la caméra, le micro, et puis globalement, on parle. J'ai une sorte de trame que moi, je construis en amont, qui fait que en fait, ça me prend du temps à construire. Ensuite, il y a toute l'interview qui est quand même des interviews qui durent entre 1 heure et 1 heure et quart. Donc, en fait, c'est déjà du temps à faire. La post-production, à l'époque, je réécoutais tous les épisodes, je faisais le montage, faire les introductions, conclusions, etc. Et puis toute la partie promotion. Les posts, la newsletter, etc. Ça me prenait pas mal de temps. Aujourd'hui, j'ai réduit ce temps-là. J'ai un monteur depuis maintenant quasiment 1 an et demi. Victoria qui m'aide aussi sur une partie marketing, sur la promotion. Donc, je commence petit à petit à gagner du temps, mais c'est évident que mis bout à bout, ouais, ça prend quand même du temps. Aujourd'hui, je passe, à mon avis, je pense que je passe moitié moins de temps parce que je vais aussi plus vite sur la prépa, sur la post-prod, etc. Mais ouais, ça prend ça prend du temps. Ouais. Mais c'est vrai, et puis surtout qu'au début, t'as pas les mêmes réflexes, t'as pas les mêmes process en place. En Euh, plus, ouais. Si, moi je me souviens du tout premier épisode que j'ai enregistré. Je crois que j'ai passé une journée entière sur juste l'enregistrement de l'épisode et le montage derrière, quoi. Aujourd'hui, Et ouais, ça... t'as pas les réflexes, Ouais. t'as pas le process. Moi, je me souviens au début, moi là-bas, Tribu Indé, ça devait être un projet, le podcast, ça devait être un projet de 10 épisodes. Encore une fois, plan de 90 jours. 10 épisodes, 10 semaines. Une semaine de préparation en amont, une semaine de conclusion. On avait 12 semaines, 3 mois, 3 mois, 90 jours. Au final, ça fait 2 ans et demi. Il y a eu plein d'autres trucs depuis. Mais du coup, c'est pour te dire que, en fait, au début, il n'y avait pas de process, quoi. Ça devait être un petit projet. Donc, j'étais pas là à faire un truc, une grosse machine, alors que j'avais prévu 10 épisodes. Et au fur et à mesure, tu implémentes des nouveaux process, tu testes des templates, tu testes plein de choses, ce qui fait que tu gagnes du temps. Mais en fait, globalement, sur les 3-4 premiers mois, tu sais que tu vas y passer un temps monstrueux, que tu vas pas tout optimiser comme il faut, que tu vas aussi faire des erreurs, etc., quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est normal. Ouais. Et au final, c'est intéressant parce que quand on regarde, alors j'ai un petit peu du coup regardé ta façon de communiquer entre tes newsletters, tes posts, tu vois, par exemple sur LinkedIn, tu communiques davantage, on va dire, sur Tribu Indé que sur ton activité au final de copywriter. C'est intéressant. Ouais, effectivement, ça a été un choix. C'était pas le cas au tout début. Au tout début, je parlais un petit peu plus de la partie freelance. Et en fait, la partie freelance, je la communiquais à l'époque, mais de manière un peu semi-confidentielle. En gros, Mm. je m'explique.
moi, j'avais identifié que mes clients étaient notamment sur des Slack, parce que moi, je suis dans quelques Slack, des Slack de startup, de marketing, d'inbound marketing, etc. En fait, c'était là-bas que mes clients étaient, plus que sur vraiment LinkedIn. Ce qui fait qu'en fait, moi, j'étais actif dans ces communautés-là, actif sur des groupes Facebook, ce qui fait que, en fait, j'avais pas besoin de refaire de la communication sur d'autres réseaux sociaux, parce que j'avais suffisamment de clients, j'avais suffisamment de conversations engagées ailleurs. Et c'est pour ça que euh, maintenant, aujourd'hui, sur LinkedIn et puis de manière publique, effectivement, je parle à 100% de Tribu Indé pour plein de raisons. La première, c'est que l'opportunité, elle est plus élevée sur Tribu Indé et l'objectif, c'est d'en faire un projet qui me dépasse plus que sur la partie freelance. Là où en freelance, en fait, si je communique trop, le problème, c'est que je vais refuser trop de missions et donc c'est contre-productif pour moi de surcommuniquer sur la partie activité freelance. Le deuxième point, c'est que j'ai dû faire un choix. Je pense que si tu veux, en gros, quand tu t'observes les projets qui fonctionnent le mieux, les créateurs qui fonctionnent le mieux, les freelances qui fonctionnent le mieux, les entreprises qui fonctionnent le mieux, les entreprises qui restent extrêmement focalisées sur un discours, sur un angle bien précis. Et si j'ai mélangé du freelancing, du podcast, du Tribu Indé, et en plus avec des cibles différentes, si tu veux, ça aurait fait un sorte de mix pas ouf, même en termes d'algo et tout, qui fait que j'aurais un peu brouillé le message. Là, aujourd'hui, tu vois, sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, je préfère être identifié comme le créateur de Tribu Indé, pardon, plus que le freelance copywriter, parce qu'encore une fois, j'ai suffisamment de demandes clients, j'ai suffisamment de projets en cours pour me focaliser en termes de communication sur la partie Tribu Indé, parce que le potentiel de développement aussi est bien plus élevé pour moi, quoi. Ouais, et puis comme ça, c'est clair, au moins. Les gens Effectivement. savent tout de suite et t'associent en fait plus facilement effectivement à Tribu Indé. Ouais. Du coup, pour toi, c'est quoi la suite pour Tribu Indé, si tu veux nous partager peut-être quelque chose. C'est une bonne question. Écoute, il y a eu quand même le livre qui a été un gros bébé. En fait, généralement, ce que je fais, c'est que chaque année, j'aime bien me mettre un gros projet. Ouais. Donc, forcément, 2019, 2018, c'était quitter ma boîte. 2019, c'était monter le podcast. 2020, c'était écrire le livre, même s'il est sorti début janvier. Je te dirais que sur les 500 heures, les 400 heures, elles ont été passées sur 2020. Du coup, là, sur 2021, le gros projet, c'est de trouver un business model sur Tribu Indé. Un business model qui soit le plus stable possible et le plus prédictible possible aussi pour moi pour commencer à travailler avec de plus en plus de freelance, essayer d'en faire un projet plus gros que moi, encore une fois. Là, le projet du moment, et le projet qui va m'occuper une bonne partie de l'année, c'est le bootcamp. J'ai décidé de lancer un bootcamp Tribu Indé qui est aujourd'hui en version bêta, on est en train de le tester. On vient de terminer la première semaine de cours cette semaine justement. L'idée, c'est de tester. Il y a 23 indépendants aujourd'hui qui testent le programme sur 12 semaines. Encore une fois, plan de 90 jours, on teste sur 12 semaines. Et l'idée, c'est que ça soit le produit Tribu Indé, le produit payant, en plus de tout contenu gratuit qui existe et qui continuera d'exister, bien sûr. Mais moi, j'ai vocation à aider un petit groupe d'indépendants. C'est là aussi où je me sens plus à l'aise que dans des très, très grosses communautés que je ne sais pas gérer, pour être honnête et avec toi. Je pense que je ne suis pas un bon community builder à large échelle. En revanche, je sais accompagner un petit groupe et je préfère avoir un impact sur un petit groupe plutôt qu'un impact sur des milliers de personnes en même temps parce que je veux garder un niveau de qualité et un niveau d'engagement qui soit ultra élevé dans cette promo. Donc voilà, là c'est le gros projet, on le teste tout cet été pour voir ce que j'en fais ensuite, est-ce que je continue ou pas et sous quelle forme. Donc voilà, bootcamp intensif. Et puis effectivement, la semaine prochaine, on lance un autre projet avec Samuel Durand, que tu connais peut-être, qui a lancé un documentaire qui s'appelle Work in Progress. Et on bosse ensemble sur un projet depuis quelques mois maintenant en sous-marin, un projet, une série documentaire, une mini-série sur les freelances. Voilà, qui sortira en octobre prochain, mais pour laquelle on fait un appel à candidature dès la semaine prochaine. Donc, si celles et ceux qui nous regardent sont intéressés, n'hésitez pas à suivre l'actu sur LinkedIn, puisque l'idée, c'est qu'on mette en avant des freelances qui se retrouvent pas sur les podcasts Tribu Indé ou d'autres podcasts freelance, qui n'ont pas forcément l'occasion, l'opportunité de s'exprimer publiquement. L'idée, c'est que là, on cherche des indépendants qui sont passionnés, quel que soit leur niveau d'expérience, leur âge, leur job. L'idée, c'est qu'on fait un appel à candidature pour mettre en lumière des freelances de l'ombre sur cette série qu'on appellera Indé de manière extrêmement originale qui s'intégrera à l'écosystème Tribu Indé. Oh, super, super. J'ai une dernière question pour toi.
Pour quelqu'un, tu vois, qui veut, par exemple, se lancer sur un side project à côté de son activité de freelance, d'indépendant, qu'est-ce que tu lui conseillerais, tout simplement? Bah, déjà, reprendre, surtout pas oublier le petit framework là, en 3 parties que j'ai annoncé. Ça, je pense que c'est important. Le deuxième point, c'est de te demander pourquoi est-ce que tu fais ce side project-là. Est-ce que ça doit rester, c'est à vocation à rester un side project? Et dans ce cas-là, ça te permet aussi d'être au clair sur le temps que tu es prêt à passer sur ce projet-là, pour pas que ça empiète. Parce qu'en fait, le risque d'un side project, c'est à la fois un risque et un bénéfice pour certains. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Mais tu peux en fait vite te sentir emporté positivement sur le projet, y passer de plus en plus de temps et potentiellement délaisser tes clients. Or, il ne faut pas oublier que côté freelance, la priorité, ça reste tes clients. Moi, ça a toujours été mes clients pendant très longtemps et encore maintenant d'ailleurs. Mais c'est eux qui, en tout cas, pendant un moment, continuent de te faire vivre si tu décides que ton side project devienne un vrai projet à terme. Mais du coup, il faut faire attention à pas, tu vois, rester passionné par ton side project, y passer tout ton temps et être un peu, tu vois, en flux tendu avec tes clients et perdre un peu la relation que tu peux avoir. Donc, je pense que c'est important de se dire un peu au début, c'est quoi l'ambition du projet? Est-ce que c'est un projet qui a une fin dans le temps? Est-ce que c'est un projet plutôt passion, un peu kiff, sans enjeu business derrière? Est-ce que c'est un projet qui a des enjeux ou potentiellement le freelancing est une transition vers ce gros projet-là? Ça permet aussi de délimiter, et ça, je pense, c'est un truc vraiment important, de délimiter le temps que tu es prêt à passer sur le projet. Moi, au début, tu vois, j'avais vraiment des journées dédiées à mes clients, des journées dédiées au podcast Tribu Indé, quand il n'y avait que le podcast. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rajouté des choses. Et en fait, ce qui me permet, tu vois, tous les 3 6 mois, de refaire le point sur est-ce que je veux toujours passer autant de temps sur la partie freelance? Est-ce que je veux, par exemple, quand il y a eu le livre, bah forcément, j'ai passé 80% de mon temps sur le livre et puis 20% du temps sur mes clients. Mais ça, en fait, tu peux pas le faire quand tu es au pied du mur, quoi. Tu es obligé de le prévoir au moins en amont, encore une fois, parce que tes clients, c'est pas des mouchoirs, quoi. Tu vois, tu peux pas les jeter comme ça, ou alors tu es sûr que tu brouilles la relation avec eux et que tu pourras plus bosser avec eux. Donc ça, je pense que c'est important. Et ensuite, c'est de se lancer, de pas voir trop non plus, de pas chercher un truc avec full ambition. Moi, tu vois, au début, Tribu Indé, c'était juste un podcast, hein. Ce qui est déjà énorme. Mais je veux dire, il n'y avait pas l'identité graphique du podcast. C'était des intros un peu vite fait que moi, je bricolais. J'étais pas hyper à l'aise, etc. Ce qui fait que je pense que tu vois, tu peux avoir vite le biais aujourd'hui quand tu lances un side project de voir des projets et des side projects comme par exemple Tribu Indé. Je prends Tribu Indé de manière ultra égo, mais parce on parle de Tribu Indé. Mais tu vois, tu peux vite te dire, putain, Tribu Indé, il y a un podcast, il y a une newsletter, il y a des posts LinkedIn, il y a un Instagram, il y a des événements live, il y a un bootcamp, bref, il y a plein de trucs. Donc en fait, ça te met une pression de te dire, attends, mais moi, en fait, je vais juste faire mon petit truc, ma petite newsletter, en fait, c'est pas suffisant, et donc je vais vouloir en fait charger la mule au démarrage alors que tu testes un projet. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de te décourager. Plus tu prends le truc, plus tu es sur tous les fronts en même temps, plus tu vas te fatiguer et plus, encore une fois, bah, tu vas abandonner le projet parce que trop ambitieux, pas assez de retour, etc. Moi, pendant quasiment 6 mois, voire plus de 6 mois, je me suis exclusivement focalisé sur le podcast. Il y avait une newsletter, mais si je suis trop honnête, il n'y avait pas vraiment de newsletter, c'était coucou, il y a l'épisode qui sort. Et du coup, j'ai fait que du podcast. J'ai fait que du podcast. Je faisais pas d'Instagram. L'Instagram, il a 5 mois aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un mini boomer, mais il n'y avait pas d'Instagram. Il y avait encore moins, d'événements, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas tout ça. Et donc, c'est juste de manière incrémentale, tu rajoutes des projets, mais c'est bien de viser un peu la taille, la minimum viable project, quoi. Se dire, c'est quoi le truc minimal que je peux faire de manière récurrente pendant, je sais pas, 3 mois. Je trouve que 3 mois, c'est un bon note de temps. Quel est le petit truc que je peux faire, que je vais pouvoir améliorer au fur et à mesure et qui ne me prend pas nécessairement tout mon temps aujourd'hui pour tester le projet, voir s'il y a une audience en face qui est réceptive et l'améliorer de manière continue, sachant que tu es tout seul en plus. Tu vois, quand tu es tout seul, tes moyens ils sont limités à la fois financiers, compétences, temps, etc., quoi. Ouais. Mais j'aime bien le fait de découper sur 90 jours. Moi, c'est aussi comme ça que je fonctionne. Ok. Après, je découpe en mois, tu vois, et je me mets des focus par mois. Mais j'aime bien, ça laisse le temps de voir venir les choses et de créer du coup des semi-gros projets, tu vois. Et C'est ça moins... paraît moins élevé, tu vois. Ça paraît moins impressionnant aussi. Et un conseil, c'est que, ouais, garder un seul projet en tête, quoi. Ça sert à rien d'être sur 40 projets, surtout au début. Quand il n'y a rien qui est mis en place en termes de process, que tu sais pas trop aussi comment ça fonctionne et tout, tu passes nécessairement plus de temps. Donc, ouais, moi, ce que je conseille, c'est prendre un gros projet par trimestre, par exemple, et de se dire, OK, une fois que j'ai validé ce projet-là,
ça fait partie de mon quotidien. Je peux rajouter un nouveau projet un peu nouveau, quoi. Et puis je pense que c'est important aussi de rappeler, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, qu'on a tous commencé de zéro à un moment donné et que voilà, on y va palier par palier, petit à petit, mais on ne peut pas non plus tout faire du jour au lendemain, quoi. Ma base email au démarrage, elle était de 50 personnes, hein. Il y avait Ouais. 50 personnes qui étaient abonnées à Très Bien D. Aujourd'hui, c'est quasiment 5000 personnes. C'est pas arrivé du jour au lendemain, quoi. Il n'y a pas un moment où je me suis réveillé un matin et je me suis dit, tiens, il y a 4950 personnes qui sont arrivées comme ça. C'est encore une fois de manière ultra incrémentale et ça prend du temps. Et déjà, si tu fais un projet pendant 2 ans, en fait, tu passes tout de suite dans la catégorie des gens qui ont l'impression d'être là depuis tout le temps. Il y a assez peu de projets, si tu regardes même publiquement sur LinkedIn, de projets qui en fait ont plus de 2 ans, 2, 3 ans d'existence. C'est assez fou de se dire ça, tu vois. Et c'est un microcosme. C'est-à-dire que tous les gens qui font des projets qui tiennent dans le temps, c'est des gens qui se connaissent, qui peuvent aussi s'aider. Donc, tu as un effet un peu boule de neige où c'est dur au début et c'est de plus en plus simple parce que tu es de mieux en mieux entouré aussi. Et tu peux du coup être de plus en plus ambitieux aussi dans les projets et dans les types d'idées que tu peux avoir aussi, quoi. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu partages. Je pense que ça fera sens pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et moi, je retiendrai en tout cas ton petit point sur tes 3, tu sais, parties. Ouais. Est-ce que ça me fait kiffer Est-ce que tu as une opportunité marché? Quelle est ta différenciation par rapport à tes compétences, à tes valeurs, à tes croyances, à ta vision sur un sujet X ou Y? Moi, j'ai souvent beaucoup de mal à faire un choix. La prise de décision chez moi, c'est un petit peu plus compliqué. Et ouais, je pense que c'est une bonne technique pour faire une décision justement entre deux projets, deux choses que tu as envie de mettre en place. Et rattacher ces projets-là à une vision un peu plus long terme, par exemple 1 an, 3 ans, 5 ans, Ouais. même si ça paraît loin. On vient de terminer la première semaine là-dessus avec le bootcamp où on parlait un peu objectif long terme, vision. L'idée, c'est que ça ne soit pas une vision qui soit une prophétie autoréalisatrice et qui va arriver, mais le fait d'avoir une vision un peu plus long terme que juste qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine et comment je vais payer mon loyer dans 4 mois, bah, ça permet aussi de faire des choix et des arbitrages entre différents projets, entre différentes opportunités, de se dire bah, quel est parmi ces 2 projets-là, quel est le meilleur projet qui va potentiellement me rapprocher un peu plus vite, un peu plus facilement, un peu plus rapidement bah, d'une vision à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quoi. Ouais, non, super. Super, bah merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi, Pauline. Je te laisse expliquer du coup aux personnes où est-ce qu'on peut te retrouver. Et ben, on peut me retrouver sur LinkedIn et sinon tout est sur tribuindé.com. Il y a le podcast, la newsletter, le livre, les différents événements. C'est un peu là que tout se passe. Et bien sûr, dans la newsletter du podcast, mais tout est sur tribuindé.com et sur Instagram aussi, où il y a quelques entrées parfois remarquées ou remarquables, à vous de choisir. Et sur Instagram, c'est tribuindé, tout simplement. Voilà, on fait dans l'originalité avec tribuindé. Au moins c'est clair. Au moins c'est simple et c'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pauline. C'était un plaisir. Merci pour cette première fois. Et puis, bah, je te souhaite une belle aventure. Merci à toi aussi. À très vite. Ciao, ciao. Et voilà, cette interview est terminée. Donc j'espère comme à chaque fois qu'elle vous aura apporté beaucoup de clés et que ça vous permettra en tout cas d'y voir plus clair, d'apprendre de nouvelles choses et de vous véritablement lancer ou en tout cas d'améliorer votre stratégie et de pérenniser votre entreprise. N'hésitez pas à me faire un retour. Comme à chaque fois, j'adore vos retours sur chacun de mes épisodes de podcast, que ce soit par mail, par message privé sur LinkedIn ou autre. J'attends avec impatience vos remarques, suggestions, feedback, bref. J'adore pouvoir échanger avec vous. Et puis du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode solo cette fois-ci. Mais vous verrez, on va voir de très très belles choses à mettre en place, et en tout cas à mettre en action pour votre compte LinkedIn cette fois-ci. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous comme à chaque fois et puis à lundi prochain. Bye bye.